Alors, bonjour à tous. La communication que je vous présente répond à un appel dans, dans la section problèmes résolus en cours de recherche, hein. Merci à Pierre-Olivier pour m'avoir permis effectivement de m'exprimer aujourd'hui. Alors, je vais partager avec vous un certain nombre d'interrogations, enfin, de chercheurs et surtout de doctorants et de jeunes doctorants quand il s'agit d'opérationnaliser une recherche. Et puis, quand on est à la recherche de solutions concrètes, alors on se tourne bien évidemment vers nos encadrants, mais qui n'ont pas forcément des fois toutes les solutions. Alors, ma question, elle a été finalement celle-là, et comment analyser l'activité effective en formation. Ça n'est pas la question principale de recherche, mais c'est une question, vous l'aurez compris, qui m'a taraudé un peu parce que je me demandais comment avoir une méthode pour mon protocole de recueil de données. Alors, je vais vous dresser un peu le contexte de naissance de cette question. Il faut savoir que mes travaux s'inscrivent dans le champ de la didactique professionnelle. Et qu'est-ce que c'est la didactique professionnelle? Pour faire simple, c'est l'analyse du travail en vue de la formation. Et donc, cette didactique professionnelle analyse l'activité, permet d'analyser l'activité en recherche en se rendant sur le lieu de travail d'un opérateur, et l'analyse de l'activité de cet opérateur va servir à mettre en place, à déployer par la suite des formations qui développent effectivement les compétences. Et donc, en fait, l'objectif visé ici de la recherche, c'est de permettre la professionnalisation des acteurs. Voilà. Donc là, c'est une première inscription de mon travail de thèse. Et donc, quand on est en didactique professionnelle, l'un des fondements, l'un des piliers de la didactique professionnelle, c'est l'ergonomie dite de langue française, et notamment les travaux de Leplat. Et Leplat, ce qu'il nous apprend lorsqu'il s'agit d'analyser l'activité de travail, c'est qu'il fait une distinction entre la tâche, ce qu'il y a à faire, et l'activité, qui est, elle, la réalisation de la tâche. Et donc, en fait, pour Leplat, l'activité est beaucoup plus complexe que la tâche parce qu'elle demande beaucoup plus de choses. En effet, l'activité, c'est la mobilisation par un opérateur de ses facultés pour réaliser la tâche, mais en fonction des moyens qui sont à sa disposition. Donc, cette activité va comprendre les buts poursuivis dans la réalisation de la tâche. Ça va aussi comprendre des adaptations à la tâche. Ça va aussi comprendre la mobilisation d'un certain nombre de savoirs, etc. Donc, vous voyez bien que cette question de l'analyse de l'activité, elle pose question, puisque finalement, moi, en tant que doctorant, je me dis, mais finalement, comment moi je vais faire et quels sont les outils qui sont à ma disposition? Voilà comment naît la question. Alors, première étape, on va chercher dans la littérature. Alors, première étape, on va d'abord se retourner vers ses directeurs qui n'ont pas forcément les solutions s'ils ne se trouvent pas dans votre champ d'activité. Donc, pour ma part, c'était un peu le cas, et donc j'ai dû un peu essayer de construire par mes propres moyens, tout en étant guidé avec beaucoup de littérature par mes directeurs, de manière à trouver un peu mes marques pour pouvoir analyser l'activité des opérateurs. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est de définir ce qu'est l'analyse de l'activité en situation, et je me suis justement appuyé là-dessus sur une définition de Champy au Mousse Noire qui nous explique que c'est une méthode d'analyse pilotée par des experts qui auraient construit des concepts et des méthodes d'investigation scientifique pour explorer les activités humaines au travail avec ou sans la participation des professionnels. Donc, à partir de là, moi, ce qui m'a été donné de faire, c'est de chercher dans la littérature des méthodes et des experts
Et puis finalement, qu'est-ce qu'ils ont construit comme concept et outils qui me permettent, moi, après, de me déterminer après sur le terrain. J'ai trouvé je ne sais pas ce que ça m'a fait. J'ai trouvé 3 programmes en France, je me suis concentré sur la France, qui regroupaient ces éléments. C'est-à-dire qu'on avait des chercheurs identifiés, on avait des productions scientifiques et des articles, et puis surtout, on avait une méthodologie bien identifiée et bien codifiée, voilà, qui sont le programme du cours d'action, la clinique de l'activité et la psychophénoménologie. Alors, ça ne veut pas dire par ailleurs qu'il n'y a pas d'autres façons de faire, mais moi, je me situe dans la définition qui nous est proposée ici. Et donc, dans mon travail de thèse, j'ai fait un comparatif de ces 3 méthodes pour pouvoir essayer de déterminer laquelle correspondait le plus à mes affinités et à ce que je voulais faire sur le terrain. Donc, vous m'entendez? Oui, c'est bon, vous pouvez continuer. D'accord, d'accord, ok. Donc, du coup, l'objet de la communication n'est pas de rentrer en profondeur dans la comparaison de raison de ces éléments, mais je vous les présente pour vous montrer après, finalement, sur quoi je me suis basé pour construire mon analyse de l'activité des opérateurs. Alors, tout d'abord, le programme du cours d'action détermine l'activité comme quelque chose qui peut se raconter. Et donc, le récit est l'objet principal de l'analyse. Pour eux, ils utilisent la captation vidéo, donc ils se rendent sur le théâtre d'opération, ils filment l'intéressé, puis après, le chercheur, son travail sera de trouver dans les captations vidéo des moments saillants qu'il va présenter à l'opérateur. Et donc, c'est ce qui est directement accessible par le récit de l'opérateur qui va constituer l'activité. Et donc, du coup, on va demander à la personne qui a été filmée, est-ce que tu peux me raconter ce que tu es en train de faire là? Et donc, du coup, dans le programme du cours d'action, ce qui est visé ici, c'est la construction du sens. Quel est le sens que l'opérateur attribue à ce qu'il voit de son activité? Sur l'approche de la clinique de l'activité, ce qui est recherché dans la clinique de l'activité, c'est d'offrir un pouvoir d'agir aux personnes, c'est-à-dire que la clinique de l'activité va concevoir l'activité comme la différence entre le réel, c'est-à-dire toutes les possibilités d'action qui s'offrent lors de la réalisation d'une tâche, versus le réaliser, c'est l'une des actions, l'une des propositions que fait l'opérateur, c'est-à-dire qu'il fonctionne, il agit d'une certaine manière parmi d'autres possibilités. Et donc, du coup, l'objectif, l'action même de la clinique de l'activité, ce sera de déployer toutes les possibilités qui existent pour montrer à l'opérateur qu'il n'a choisi qu'une solution parmi tout le reste qui pouvait s'offrir à lui. Et donc, le fait de lui proposer de porter à sa connaissance les autres façons de faire, on estime qu'on développe du pouvoir d'agir pour le futur. Et donc, en fait, l'outil utilisé, alors, on a l'instruction SOSI, on a l'autoconfrontation croisée. Donc, le principe est un peu le même, c'est-à-dire qu'on va faire une captation vidéo, mais plutôt que de faire une approche en dualité, le chercheur, lui, va proposer à la lecture des moments saillants à un autre individu, un collègue, qui va analyser l'activité de son collègue et inversement. Et donc, du coup, une fois que cette étape est faite, on va proposer après aux 2 intervenants de voir les analyses croisées, ce qui va permettre aussi d'avoir accès à ce que peut penser un collègue de notre façon de faire, comment il aurait fait autrement, et finalement d'étendre notre pouvoir d'agir. Et donc là, ce qui est cherché ici, c'est de pouvoir penser collectivement le travail dans l'analyse. Une troisième approche qui est l'approche psychophénoménologique, qui est ici, ce qui est recherché, c'est l'introspection comme accès à la dimension cachée de l'action. C'est-à-dire que l'activité ici est prise comme des actions physiques, kinesthésiques,
mais aussi mentales liées à un vécu spécifié et situé. Et donc, en fait, l'expert, celui qui détient les clés, c'est l'individu lui-même. Et donc, en fait, ici, l'outil qui va être utilisé, c'est un entretien d'explicitation de façon à pouvoir, ce que le chercheur cherche à faire, c'est accéder à la part implicite de l'action et à faire découvrir à l'opérateur lui-même, à le faire conscientiser en fait des éléments qu'il n'avait pas pris en compte parce que mobilisés dans l'action. Et donc, le recul par rapport à cette action-là va permettre de pouvoir conscientiser un certain nombre de choses. Alors, ce qui répondait le mieux pour moi à mon approche et ce que je cherche à investiguer, c'était cette approche psychophénoménologique. Et donc là, je vais un peu détailler les outils qu'ils ont développés, les grilles de lecture et puis finalement l'opérationnalisation sur le terrain de mes données et la production et la production de données que j'ai pu avoir par rapport à cela. Alors, le chercheur en entretien d'explicitation, il suit premièrement où ce qu'il va investiguer, c'est ce qui est au centre, c'est l'action. Donc, on va demander à l'opérateur, est-ce que tu peux me décrire ce que tu fais et comment tu t'y prends pour le faire? Et pour chacune des actions verbalisées par l'opérateur, on va à chaque fois chercher à savoir comment cette action est en lien et corrélée à un but poursuivi, à des savoirs sous-jacents, à un contexte qui peut l'orienter et puis à des jugements qui peuvent les limiter. Donc, ça veut dire qu'on a un panel de questions qui correspondent à chacune des cases et pour chaque action, on va tirer des fils pour essayer de voir comment tout cela est connecté. Voilà. Et une deuxième grille de lecture, de ligne de conduite pour le chercheur, c'est de pouvoir faire ce qu'on va appeler une fragmentation horizontale de l'action. C'est-à-dire que le chercheur, dans son entretien, va essayer d'ordonnancer de manière chronologique le vécu. C'est-à-dire qu'on va partir de ce que l'opérateur a directement à nous dire. Donc, par exemple, on va détailler l'action numéro 1, l'action numéro 3, etc., etc., ce qui vient spontanément. Mais ce que cherche à faire le chercheur, c'est finalement de garder un fil directeur dans l'entretien pour pouvoir dire, attends, est-ce que tu peux revenir juste à l'action numéro 3 et entre l'action numéro 1 et l'action numéro 3, qu'est-ce qui se passe? Et de venir combler ainsi des trous qui peuvent exister pour pouvoir, avec un objectif enfin, de pouvoir dire on peut cartographier de manière chronologique la succession des actions qui se sont produites. Alors, tout ça, bien entendu, en lien avec ce que j'ai dit plus haut en termes de grille pour chacune des actions. Et puis, une deuxième chose que le chercheur va chercher à établir de manière fine, c'est pour chacune des actions, on va faire une fragmentation verticale, c'est qu'on va aller chercher les sous-opérations et les micro-opérations qui concernent ces actions. C'est-à-dire que, attends, quand tu dis que tu fais ça, comment tu t'y prends pour le faire, ok, et quand tu fais ce que tu es en train de faire, à quoi ça correspond en termes d'action également. Et on peut aller de manière très fine jusqu'à une micro-opération. Bien entendu, chacune de ces étapes-là concernant les actions et les sous-actions, vous l'aurez compris, est aussi à un moment donné en lien avec des buts, des contextes, des savoirs, etc. Voilà. Donc, ici, on est face à un entretien qu'on va enregistrer et qu'on va traiter de la manière suivante. Alors, d'abord, ça commence par plusieurs écoutes. Les données font l'objet ensuite d'une transcription. Hein, c'est très long. Hein, il faut compter à peu près, multiplier le temps par 4. Hein. Si vous avez 1 heure d'enregistrement, il faut compter 4 à 5 heures de transcription. Ensuite, derrière, nous avons le verbatim du vécu est ensuite soigneusement relu et examiné à l'aide de feutres de couleur. Et dans le verbatim, nous allons chercher à identifier des catégories. Alors, les catégories, ce sera le thème pris par le sujet qui s'exprime au travers de buts. On va chercher à repérer dans le verbatim les
vision et à quoi tu t'attends. Et puis, les états internes comprenant l'affectivité, l'état corporel, etc. Donc, une fois que ce travail thématique est fait, qui sont identifiés à l'aide de codes couleurs, hein, il va s'agir après de faire une organisation des éléments repérés dans le verbatim en les organisant dans un tableau. Alors ici, le tableau va servir à faire quoi? Il va servir à avoir à la fois sur un ensemble une vision chronologique et aussi synchronique de l'activité. Parce que des choses se produisent en même temps. Alors, il y a une succession d'actions, mais on fait en même temps des choses pendant qu'on fait l'action. Et donc, on va permettre avec ce tableau de reconstruire les étapes temporelles du déroulement de l'action en plaçant chaque information énoncée de manière chronologique. Et puis, on va également essayer de reconstruire la cohérence synchronique en mettant en valeur les interactions qui se déroulent en même temps. Donc, souvenez-vous hein, des actions. L'idée du chercheur, c'est de le mettre chronologiquement. Et donc, dans le verbatim, ce qu'on va rechercher à reconstruire, c'est de la chronologie. Ce n'est pas parce que c'est énoncé et c'est codé de manière croissante que les actions sont faites au moment où elles sont dites. Je vais vous donner un exemple. Alors, je l'ai organisé par exemple ici, un tableau pour vous donner un exemple. Alors, imaginons que, bon, c'est de verbatim qui est extrait de l'exploitation d'un des entretiens. Donc, le but ici exprimé, alors le codage, c'est la première réplique et le plus important, c'est de voir comment elle arrive, à travers son activité, à mettre en pratique les différentes théories qu'elle a pu voir sur la permanence. Là, ici, on a une formatrice qui parle d'une apprentie. Et donc, ici, on va essayer de savoir quel est l'acte qui est en lien avec ça. Et vous voyez, en réplique 14, ça arrive 13 répliques plus loin. Pourtant, ça se passe en même temps. Je fais des petits temps morts, je lui envoie essaye d'imaginer la cliente au bac. En même temps, à quoi je fais attention? Je vois qu'à cette étape, tout le monde est attentif parce qu'ils écoutent, ils la regardent, puisqu'elle ne prend pas souvent la parole. Et qu'est-ce que j'ai derrière la tête tout en faisant ça? C'est que j'ai besoin de cette réaction pour elle aussi, parce que si les autres font autre chose ou sont dans leur portable ou bien ricanent, cela ne va pas l'aider du tout. Donc, vous voyez, au-delà du verbatim et du codage, ici, ce qu'on a essayé de refaire, c'est d'organiser de manière chronologique les actions, mais également de les organiser de manière synchronique, celles qui se produisent en même temps, ce qui nous donne avec un tableau complet, vous comprenez bien que le tableau, il est beaucoup plus long que ça nous donne une activité d'accompagnement. Moi, ce que j'étudiais, c'était quelle activité d'accompagnement des formatrices au CFA. Et donc, ce qui m'a permis, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, en termes de comparaison sur une même, sur une même action qui est l'acte d'accompagner les apprentis, j'ai mis en exergue deux postures différentes parce que finalement, deux activités totalement différentes alors qu'on a la même prescription. Donc, d'un côté, on a quelqu'un qui va faire le choix d'une expérience réussie par l'apprenti. De l'autre, en fait, on a une situation d'échec qui est plutôt choisie. On va faire le choix, d'un côté, pour une formatrice, d'un vécu spécifié déterminé, alors que de l'autre côté, on va faire plutôt état de plusieurs situations génériques, etc., etc. Ce qui m'a permis d'analyser l'activité de cette manière-là et d'arriver à une finesse, si vous voulez, de déploiement d'activités de manière asynchronique et plutôt après d'établir ensuite des profils d'accompagnement des formateurs en CFA par rapport à des apprentis.